Le 24 avril 1973, plusieurs cadavres sont exhibés au cours d'une assemblée populaire au sein du stade de la Révolution, l'actuel stade Massamba Déba. Ce mouvement est organisé par l'ancien président de la République, Marien Ngouabi. Et parmi tous ces corps, tous ces cadavres que l'on peut voir, il y a le cadavre d'un homme, un jeune homme dynamique, un jeune homme qui était vu comme le héros national. Je cite le lieutenant Ange Diawara. Peut-on aujourd'hui attribuer au lieutenant Ange Diawara le titre du plus grand révolutionnaire congolais? Nous allons pouvoir y répondre dans cette vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, on parle de noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Si vous appréciez ce contenu, partagez-la au maximum, likez, parce que c'est comme ça que nous allons nous faire connaître un peu plus dans la communauté. Jingle. Alors avant qu'on commence la vidéo, je vais vraiment vous redemander de liker parce que cette vidéo est importante. Je vais faire une série de vidéos sur la partie historique de la République du Congo, surtout la partie post-indépendance et aussi une partie avant l'indépendance. Donc, on peut maintenant poursuivre notre sujet. Bien entendu, on ne peut pas commencer ce sujet sans faire l'historique de Ange Diawara. Savoir qui est Ange Diawara, comment est-ce que Ange Diawara est devenu l'homme que d'autres personnes ont vu comme le plus grand révolutionnaire congolais. Ange Bidié Diawara est un officier et un homme politique congolais qui est né à Sibiti le 31 mai 1942 ou 41. Voilà, il y avait des problématiques à cette époque de savoir quelle est la date exacte. Par rapport à toutes les sources que j'ai pu trouver, j'ai trouvé 3 dates, 1941, 1942 et 1943. Par logique, j'ai choisi la moyenne, donc j'ai pris la date d'entre les deux. Mais il est fort probable que la date ne soit pas exacte sur l'année, bien entendu. Si vous allez sur Wikipédia, vous n'avez pas nécessairement la même information. Et sur les sources que vous allez pouvoir trouver, d'ailleurs, vous aurez les sources dans la description, hein, toutes les sources que j'ai pu consulter pour faire cette vidéo. Ange Diawara est né d'un père malien, Monsieur Roger Maudit Diawara, et d'une mère qu'on peut appeler Lari ou Congo, on ne sait pas exactement, mais voilà, vous savez déjà la discussion qui existe sur la question de Lari ou Congo. Donc cette dame qui s'appelait Elisabeth Charlotte Bidié. Déjà, c'est un élément marquant. Ange Diawara n'est pas congolais 100%. On voit très souvent aujourd'hui des Congolais qui remettent en cause la congolité des autres du fait que ces personnes soient des 50%. Alors avant de donner des leçons à qui que ce soit de patriotisme et de nationalisme, montrez que vous êtes d'abord un meilleur exemple qu'Ange Diawara. Ensuite, là, on pourra suivre votre discours. Il faut noter que Ange Diawara naît dans une période qui est la période de la guerre mondiale. La guerre mondiale, pour celles et ceux qui ne savent pas. Alors, la guerre des Occidentaux qu'ils ont fait appeler guerre mondiale, donc la deuxième guerre mondiale, qui date de 39 à 45. Ange Diawara naît dans cette période-là. Il se trouve que justement dans cette période, c'est la période où aussi la République du Congo est la capitale de la France libre. Ce qui est un élément marquant. Le Congo a un grand rôle à jouer par rapport à la France, puisque quelques années plus tard, le Congo va même acquérir son indépendance, mais on y viendra. Nous sommes donc dans un contexte où le Congo est une colonie française. Le Congo est encore une région qui appartient à la France. Ange Diawara est un jeune de Bas-Congo. Pour ce qui est de son parcours scolaire, c'est très simple. Il fait premièrement l'école primaire à Sibiti. Sibiti est une localité de la République du Congo, où même son père était enseignant. Ensuite, il poursuit son collège à l'école de la mosquée de Poto-Poto. Et ensuite, il est élève au lycée Savorgnan de Brazza. Et c'est à cette époque-là, les amis, qu'il fait connaissance avec un homme qui s'appelle Monsieur André Ambessa. Retenez bien ce nom parce que André Ambessa va être un homme décisif dans la carrière de Ange Diawara. Ange Diawara et André Ambessa sont tous deux des militants de l'UJC, l'Union de la jeunesse congolaise, et aussi de l'ASCO. L'ASCO qui était une grande association à cette époque-là, qui avait un grand impact au sein de la jeunesse congolaise, qui était l'association scolaire du Congo. À l'époque de Ange Diawara, vous devez comprendre que les jeunes étaient très dynamiques, les jeunes étaient très respectés et les jeunes avaient un vrai impact, un impact réel. Dès le lycée, vous aviez déjà des associations comme ça pour des organisations de la société. Ange Diawara devient même le dirigeant de l'ASCO en 1960. Chaque minute, quand vous travaillez, pensez à la révolution. Quand vous étudiez, pensez à la révolution. Même quand vous mangez, même quand vous buvez. Tout pour le peuple. Tout pour le peuple. Un pour mourir. L'homme est tellement brillant que il finit par devenir dirigeant de l'ASCO. Il continue à mener un petit peu ses luttes. Et à l'époque, Ange Diawara déclenche déjà ce qu'on appelle une grève suite aux abus du colonialisme. À l'époque, il y avait voilà, beaucoup d'abus du colonialisme. C'était Monsieur Youlou qui était d'abord Premier ministre avant les indépendances, ensuite qui est devenu président. Ange Diawara voyait que Youlou dealait un peu trop avec les colonialistes et lui voulait vraiment sortir de cette emprise coloniale finalement de la France. Donc il y avait déjà cette volonté finalement de devenir beaucoup plus indépendant que le titre d'être indépendant tout court. Et on voit déjà de cet homme-là, Ange Diawara, qui est très jeune à cette
cette époque, mener des troupes, mener des grèves, et c'est quelque chose qui marque déjà les esprits. On comprend que Ange Diawara n'est pas un jeune homme comme les autres. C'est un jeune homme qui a une sorte d'aura. Il est surtout à côté d'un homme aussi qui est André Ambessa, qui aussi était un homme très fort à ce moment-là. Il marque déjà les esprits. Ensuite, Ange Diawara donc va faire des études de sciences économiques. À un moment où André Ambessa, je crois exactement, va au Cameroun pour aller faire des études dans des trucs dans des églises protestantes. Et au retour de André Ambessa, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Ambessa est très apprécié. Il prend le lead assez facilement déjà de ses direction d'association des églises protestantes. Et à ce moment-là, les deux réfléchissent à un truc. Ils se disent, il faut qu'on ait la capacité de pousser la jeunesse à agir différemment. Il faut qu'on ait la capacité de pousser la jeunesse à se donner un peu plus d'énergie pour travailler pour le pays. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer une sorte de confrontation, une sorte de conflit entre des églises, une sorte de rivalité, on va le dire. C'est-à-dire que André Ambessa, lui qui est du côté des protestants, Ange Diawara va plutôt se ranger un petit peu du côté des catholiques pour essayer de pousser la jeunesse. Et l'objectif était simple, c'était d'augmenter l'action collective. Le but, c'était de créer des rivalités patriotiques, donc en créant des actions collectives. C'est-à-dire, on a l'impression que d'un côté, les protestants, ils vont dire que voilà, nous, on est plus patriotiques, on fait beaucoup plus de choses pour la jeunesse, on nettoie beaucoup plus les rues que vous. Et les catholiques vont se sentir vexés. À ce moment-là, ils vont dire que nous aussi, on va vous prouver qu'on est plus patriotique que vous. Mais derrière tout ça, on sent qu'il y a une volonté, il y a un esprit de génie de Ange Diawara et d'André Ambessa, parce que finalement, ils ont créé dans une rivalité quelque chose qui apporte du positif à la jeunesse, quelque chose qui apporte de belles choses. Là, on voit déjà des éléments qui marquent l'esprit d'un génie, des éléments qui marquent l'esprit d'un leader. Et c'est comme ça que Ange Diawara se démarque très rapidement avec André Ambessa dans le milieu de la jeunesse. Finalement, Ange Diawara et André Ambessa décident donc de créer des quartiers jeunesse. Une fois qu'ils ont créé ces mouvements d'église, finalement, ils vont créer ce qu'on appelle des quartiers jeunesse. Les quartiers jeunesse, bien sûr, ils se sont appuyés sur l'UGC et l'ASCO, qui étaient déjà des associations dans lesquelles ces derniers appartenaient. L'UGC, à cette époque, est très puissant à Bakongo. Je tiens à rappeler que Ange Diawara est un jeune de Bakongo. À une époque où Fulbert Youlou avait même demandé l'interdiction de l'UGC. Il voulait à tout prix éteindre cette association parce qu'elle avait une force qui faisait un peu peur aux gens comme Youlou justement, qui voyaient dans cette jeunesse une capacité à emmener une forme d'insurrection, voire même à le dégager du pouvoir. Et on y arrivera bien entendu puisque c'est ce qui est arrivé juste après. Donc tous les jeunes se retrouvent quasiment dans des quartiers jeunesse. Les quartiers jeunesse qui ont été créés par Ange Diawara et André Ambessa, ils se retrouvent un peu, ils se connaissent un peu tous, des gens de l'ASCO, de l'UGC, d'autres associations. Et dans ces quartiers jeunesse-là, ils se démarquent par une chose parce que Ange Diawara et André Ambessa vont organiser des formations politiques et militaires. C'est-à-dire que on est dans un truc où on crée une association, des quartiers jeunesse, on va faire une organisation politique et militaire. Ange Diawara et André Ambessa sont dans la vingtaine. Alors, juste une information, André Ambessa, semble-t-il, est né en 1935 et Ange Diawara, comme je l'ai dit, en 42. Alors, j'ai un peu du mal à comprendre si c'est vraiment des âges exacts, puisque si les deux ont vraiment des âges exacts, avec 7 ans d'écart, j'ai un peu du mal à comprendre comment ces deux ont pu se rencontrer au lycée. Parce que le lycée, je vous rappelle, c'est quand même 3 ans de parcours, et Ange Diawara a 7 ans de moins qu'André Ambessa. Alors bon, ça, je vous laisse vraiment, j'ai laissé toutes les sources, c'est très compliqué l'histoire du Congo, hein, vous savez comment ça se passe, on n'a pas toujours toutes les informations. Et donc, une fois qu'ils ont organisé ces quartiers jeunesse, ils vont prendre beaucoup d'initiatives. On voit tout de suite Ange Diawara qui mène la jeunesse vers des initiatives de nettoyage. Ils ont appelé ça des opérations retroussant les manches, donc ils ont appelé une opération retroussant les manches, c'est-à-dire qu'on va nettoyer toute la ville. Nettoyer d'abord forcément nos quartiers. Et ça, c'était quelque chose à cette époque qui était marqueur. Parce que quand on voit la jeunesse congolaise aujourd'hui, qui n'a pas de leader en réalité, qui s'empiffre d'alcool tous les jours, à une époque où on est proche des années 60, on a une jeunesse qui est beaucoup plus dynamique avec des leaders qui sont des jeunes aussi, hein, je le signale. Ce ne sont pas des leaders avec des gros ventres qui ont mangé l'argent du gouvernement et puis qui viennent embrouiller la jeunesse. À cette époque, les leaders, c'est des gens comme Ange Diawara qui justement sont avec les jeunes. Lui-même est un jeune et crée des opérations de ce genre. Toutes ces opérations de solidarité étaient menées au sein de plusieurs quartiers. Ils ont aussi même créé une opération qu'ils ont appelée Banane dans le Mayombe. Mais l'opération Banane dans le Mayombe, voilà, a été même démocratisée quasiment partout au sud du pays. Les quartiers jeunesse, c'est un peu aujourd'hui ce qu'on appelle des mouvements citoyens. Il faut comprendre que c'était des organisations collectives. Il n'y avait pas un leader vu comme un dieu, mais il y avait surtout des personnes qui étaient des leaders parce qu'ils prenaient le lead, hein, qui étaient en tête. Vous avez donc André Ambessa, vous avez Ange Diawara, qui était vraiment dans l'opérationnel. Il faut savoir qu'à cette époque, beaucoup de jeunes ont pris part au quartier jeunesse. La plupart, pendant les vacances, ont travaillé dur. Tout le monde a pris une petite formation politique, une petite formation militaire. Vous vous rendez compte qu'on est quand même dans un moment où Ange Diawara se dit, vu la situation de la République du Congo, vu l'emprise qu'il y a de la France sur le Congo, nous devons nous former politiquement, nous devons nous former militairement parce que nous devons être prêts. Et c'est ça la vision de Ange Diawara à ce moment-là, lui-même qui est un jeune qui a la vingtaine. Et les choses vont maintenant commencer à basculer par rapport à Ange Diawara. Jusque-là, c'est juste un jeune qui fait parler de lui, mais qui est dans son mouvement de jeunes avec ses amis. Nous sommes maintenant en août 1963.
le président Fulbert Yulu commet une grosse bêtise. Cette bêtise, c'est de vouloir mettre le monopartisme. Dans un pays où on a une jeunesse qui est dynamique, qui veut à tout prix changer les choses, Fulbert Yulu, lui, veut s'accaparer le pouvoir, veut sécuriser les choses en passant par le monopartisme parce qu'il y avait trop de divergences politiques. Et il y a eu pas mal de révoltes par rapport à ça, pas mal de personnes qui n'étaient pas d'accord. Et alors, Fulbert Yulu commet donc l'irréparable en mettant en prison des il met en prison 3 et ça, c'était le déclenchement des Trois Glorieuses, pour celles qui ne savent pas. Alors, peut-être que dans une vidéo de Yulu, je reviendrai dans les détails de toute cette partie-là. Les Trois Glorieuses, c'est la révolte qui s'est tenue le 13, le 14 et le 15 août 1963 qui a même poussé le président Fulbert Yulu à la démission. À cette époque, Ange Diawara et André Ambessa se distinguent encore par leur capacité à mobiliser la jeunesse. Ces deux personnes étaient là sur le terrain lorsqu'il y a eu cette insurrection, lorsque le peuple n'était pas d'accord par rapport à ce qui s'est passé. Pendant 3 jours, c'était très compliqué. Et Yulu démissionne à ce moment-là. Et lorsque Yulu démissionne, l'armée donne le pouvoir à Massamba Deba. Lorsque je dis l'armée, c'est-à-dire qu'en accord avec l'armée, celui qui devient président de la République, c'est M. Alphonse Massamba Deba, qui est donc le successeur de M. Fulbert Yulu. À cette époque déjà, André Ambessa et Ange Diawara ont choisi de prendre un certain nombre de lieux de Yulu, notamment toutes les villas qui étaient brûlées lors de la Révolution. Ils ont pu réaménager, ils ont fait de ça une sorte de bureau, des lieux de rencontre avec leurs jeunes, puisque c'était devenu des vrais mouvements politiques, même si ils n'avaient pas un rôle politique direct, mais ils arrivaient vraiment à regrouper beaucoup de jeunes. À cette époque, Yulu avait même, semble-t-il, acheté une villa à une de ses maîtresses, puisque bon, il était père et n'est pas censé être marié, mais il avait bien sûr des maîtresses. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas la vidéo sur Yulu, mais voilà. Et Ange Diawara et André Ambessa s'étaient emparés même de cette villa. Il y avait un autre hôtel. Donc on voit tout de suite que ces hommes-là ne pouvaient pas laisser que le président Yulu puisse s'accaparer de tous ses biens. Le problème justement avec le président Yulu que les gens déjà n'appréciaient pas, c'est que c'était un profiteur du système finalement. Il se remplissait les poches finalement du fait d'être président de la République. Et donc à ce moment-là, il faut savoir qu'il y a maintenant beaucoup d'espace politique. On va appeler ça comme ça. Même dans Bakongo, il y a beaucoup d'espace politique. Il y a l'impact de Ange Diawara. Il y a d'autres personnes aussi qui créent. À cette époque, Bakongo est un lieu stratégique pour la République du Congo, surtout sur la question du pouvoir, parce que la jeunesse de Bakongo est dynamique, elle est grande. Quand je dis elle est grande, c'est-à-dire elle a un grand nombre, et il faut à tout prix finalement essayer d'amadouer Bakongo si on veut avoir le pouvoir en République du Congo. Donc vous avez même devant vous là une image qui représente justement les nouveaux espaces politiques à cette époque-là. On voit bien les sections, comment est-ce que c'était représenté. En 1964, Alphonse Massamba Deba n'est finalement pas si différent de Fulbert Yulu. Lui aussi vient avec une ambition, celle du monopartisme encore. Et Alphonse Massamba Deba, pour s'assurer que tout cela va fonctionner et pour amadouer tout le monde, il va d'abord créer le MNR. Donc le MNR qui est le Mouvement National de la Révolution. Et pour contrôler cette jeunesse, Alphonse Massamba Deba sait qu'il y a 2 hommes qui sont très forts. Il y a André Ambessa qui est un peu plus âgé par rapport à Ange Diawara et qui est aussi très connu à ce moment-là. Il donne à André Ambessa le poste de ministre de l'Information, de la Jeunesse et des Sports dans le gouvernement où, écoutez bien, le Premier ministre est monsieur Pascal Lissouba. Pour celles et ceux qui ne savent pas, Pascal Lissouba fut un ancien président de la République du Congo. Retenez bien cela, parce que ça a une importance plus tard. Et donc par la suite, André Ambessa, bien entendu, va créer la JMNR. Si vous voulez, la JMNR, c'est simplement le Mouvement National des Républicains, mais pour les jeunes. Donc J, c'est Jeunesse Mouvement National des Républicains. Bien entendu, dans cette même année, Diawara interrompt donc ses études et va se donner à la Révolution à 100%. Et il intègre la JMNR. Ange Diawara est donc membre de la JMNR et il est 3e vice-président de la JMNR, puisque Ange Diawara, en tant que représentant et président, on va le dire, de son organisation des quartiers jeunesse, il lui faut justement un poste comme ça pour pouvoir emmener toutes les personnes des quartiers jeunesse dans la JMNR. Il faut déjà noter qu'à cette époque, beaucoup d'organisations se créent et c'est quasiment quelque chose de normal, qu'il y ait des jeunes quasiment partout qui créent des organisations parce qu'ils étaient beaucoup plus matures et ils avaient compris la nécessité de s'organiser autour d'une idéologie quelconque. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la JMNR est donc un groupement de jeunes qui n'est pas censé être armé. En réalité, ils sont juste armés avec des bâtons. Mais, notez-le bien, il y avait déjà des brigades qui avaient des armes. Alors, pas forcément des armes chargé. Vous avez donc monsieur Luc Kimbola Kaya, qui était un officier progressiste aussi proche de Ange Diawara, qui avait déjà par exemple donné un fusil MAS-36 et MS-49 à quelques brigades de Bakongo. Alors ces armes bien entendu, c'était des armes très anciennes, quasiment obsolètes, mais c'était surtout pour que ces armes puissent servir à l'instruction. Le fait de donner à la JMNR des armes, c'était surtout pour que ces derniers puissent avoir l'habitude de porter des armes et de pouvoir déjà comprendre le fonctionnement d'une arme, même si ces armes n'étaient pas forcément fonctionnelles. Et vous avez bien entendu Ange Diawara et Prosper Matoutampo
Polo, qui était aussi un ancien de l'UGC, Prosper Matoutin-Polo, on y reviendra, qui avait également pris en charge la formation d'une brigade d'élite. Donc Ange Diawara comprend tout de suite qu'il y a la JMNR, on doit avoir une sorte de brigade d'élite qui va servir à encadrer les autres brigades au niveau local. On voit tout de suite la vision de l'homme. On comprend que Ange Diawara a toujours une vision de gestion. Il comprend qu'il faut une formation militaire au départ, il comprend qu'il faut une formation politique. Lorsqu'il vient dans la JMNR, il se rend compte qu'il faut de la formation, donc il faut créer une brigade qui va s'assurer de former les autres. Bon, pour ce qui est de la JMNR accueillait principalement des gens de 16 à 20 ans. Voilà. Mais bon, la limite d'âge n'a pas toujours été respectée, ça c'est autre chose. Et à cette époque, on peut même voir une petite image qui va vous montrer justement la brigade de la JMNR. Il y avait même des femmes. Alors, il n'y avait pas beaucoup de femmes, mais il y avait quelques femmes dans la JMNR. Le problème de la JMNR, c'est que la JMNR est un regroupement de personnes qui n'ont pas de leader direct. Dans la JMNR, il y a un peu trop de leaders, un peu trop d'autonomie. Voilà là où commencent les problèmes. Ange Diawara comprend que c'est un danger, mais Ange Diawara n'est personne d'autre, à part responsable de section. Je vais vous montrer une petite image que vous allez voir de plusieurs sections, des sections de la JMNR, dans Bakongo simplement. Comme je vous ai dit, Bakongo, c'était le fief. Regardez par vous-même combien il y avait de sections de la JMNR dans Bakongo. Parce que trop de leaders. Donc chaque leader voulait sa section. Donc, le problème, à ce moment-là, forcément, on se dit, bon, vous avez un groupement par le président de la République qui n'a pas de chef, où les gens font un peu ce qu'ils veulent. On a l'impression que c'est un peu des bébés noirs, si vous voulez. On est un peu dans quelque chose où il n'y a pas d'organisation claire. Il y aura toujours la notion de débordement. Vous avez même Jérôme Hollandais le dit, je cite, « Durant cette période, on ne savait jamais exactement qui était le chef. Il n'y avait pas beaucoup de hiérarchie. Le chef de la JMNR ne punissait pas les chefs des sections. Personne ne condamnait personne. Il régnait une sorte d'anarchie. Vous vous rendez compte? Une sorte d'anarchie. Chaque chef se retrouvait dans son coin. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'il y avait des chefs, par exemple, de la JMNR, enfin des sections de la JMNR. Il y en a, par exemple, qui revenaient de l'Occident, qui avaient été formés en France, qui, eux, jugeaient qu'ils étaient un peu trop formés pour recevoir des ordres d'autres personnes. Et tout ça, c'était sous les yeux de Alphonse Massamba Déba, qui ne pouvait pas faire grand-chose. Les problèmes commencent à partir maintenant de là. Ange Diawara continue ses travaux avec la JMNR, mais vous avez un homme qui s'appelle Alphonse Massamba Déba, qui a certes une bonne vision pour le Congo, mais qui ne supporte peut-être pas l'opposition. Ils ont pu mettre en place leur système de parti unique, mais il y a quand même des gens qui ne sont pas d'accord fondamentalement. À l'époque, comme je vous l'ai dit, le Premier ministre est Monsieur Pascal Lissouba. Monsieur Pascal Lissouba, que peut-être d'autres verront comme un saint, vous allez vous rendre compte très rapidement que ce n'est pas exactement ça. Il faut noter que c'est à l'époque de Alphonse Massamba Déba que les premiers crimes politiques commencent. C'est quand même quelque chose de grave. Avec pour chef du gouvernement, Monsieur Pascal Lissouba. Jusque-là, il n'y avait pas encore de crime politique comme tel pour essayer de contrecarrer des plans de certains. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de dérives sécuritaires avec la JMNR. Et c'est comme ça que les problèmes commencent. C'est comme ça qu'on commence à se rendre compte que Massamba Déba est peut-être un bon président économiquement, mais la JMNR, comme il n'y a pas de contrôle, c'est un mouvement de miliciens, la JMNR. C'est pas quelque chose de normal. Il y avait, par exemple, ce qu'on appelait des activités de vigilance à Bakongo, de la JMNR. Tout de suite, ça partait dans la violence. Vous savez, c'est comme des BJ de la police qui passent pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et la JMNR, c'était devenu le désordre. On tape les gens n'importe comment. Vous avez même des parents qui demandaient à la JMNR de tabasser leur fils si ces derniers n'étaient pas obéissants. Donc c'était devenu du n'importe quoi. C'était devenu vraiment de l'anarchie. Ce n'est pas ça les forces de l'ordre. Quand on met en place de l'ordre, il faut qu'il y ait quand même des éléments qui puissent cadrer la manière de pouvoir ordonner toute une population. La JMNR a même commencé à obliger la population à écouter la radio de la Révolution. Ce n'est pas normal. On est dans une dictature. Il n'y a pas d'autre mot. À cette époque, déjà, les gens observent surtout deux hommes, puisqu'il y a un problème de section. Tout le monde a ses sections, et il y a deux hommes qui font beaucoup de terreur à ce moment-là. Il y a Mabouaka et Castro. Pour les gens qui connaissent un petit peu, vous avez de toute façon tous les liens en description pour essayer de comprendre. Voilà, Mabouaka et Castro font du n'importe quoi. Ils font partie de la section 36 à Bakongo. Ils massacrent des gens, c'est le cas de le dire, et tout le monde n'est pas forcément d'accord. On les appelle même les assassins. Ange Diawara observe tout ça de loin. Il n'est pas forcément d'accord, mais Ange Diawara n'a pas tous les pouvoirs. Je tiens à rappeler ici qu'en février 1965, il y a eu une grosse vague de répression. D'ailleurs, cette histoire, elle est toujours floue jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas la réponse exacte. Cette vague de répression a emmené à l'assassinat de 3 personnes majeures en République du Congo. Je le rappelle, sous le gouvernement de M. Lissouba, avec Alphonse Massamba Déba, que parfois des gens prennent pour des saints. Premièrement, vous avez M. Lazare Matsokota, qui est procureur de la République, M. Joseph Poabou, président de la Cour suprême, et M. Anselme Masouemé, directeur de l'Agence congolaise d'information. Il n'est pas normal, je n'ai pas la raison exacte, je ne vais pas commencer à spéculer sur le sujet. Il y a beaucoup de raisons qui ont été évoquées. Forcément, président de la Cour, procureur de la République, on essaie d'éliminer ce genre de personnes parce que on veut créer un autre mouvement, quelque chose qui n'est peut-être pas constitutionnel. Mais on va y arriver très rapidement et vous allez vous rendre compte. Et déjà en 1964, il y avait déjà plusieurs dirigeants politiques qui devaient s'enfuir parce qu'il y avait une purge. Vous aviez déjà à l'époque les gens qui étaient traqués. Vous avez Gilbert Pongo, vous avez Paul Kaya, vous avez Fulgence Biaoula. À un moment donné, on ne pouvait pas continuer à vivre
de cette manière-là. Ange Diawara qui fait partie de la JMNR. La JMNR, tout le monde est impacté. Même si Mabouaka et Castro font le plus de crimes, mais tout le monde est impacté. Héloïse Kakou disait même dans son entretien avec Charles Botoumoussa, puis aussi avec Jean Saturnin Malonga, je cite, « Mabouaka a pu faire régner la terreur à la section 36 car il était un chef de groupe choc, un groupe clandestin toléré par le président Alphonse Massamba Deba pour exécuter les basses besognes du régime, et qui ne fonctionnait qu'à Bakongo. Ce groupe était dirigé par Mabouaka, un entrepreneur véreux, et par Castro, de son vrai nom, Batantou Bodol, régisseur de la maison d'arrêt. Ils portaient tous deux un treillis militaire reconnaissable, et Castro avait une longue barbe et des yeux rouges. D'après le même témoignage, c'est à bord de l'Opel rouge de Mabouaka immatriculé 111 P4 qu'ils sillonnaient Bakongo pour commettre leurs crimes. En dehors de Mabouaka et de Castro, des cadres de la JMNR comme Jean-Baptiste Lunda, Binouali Fidel faisaient partie du groupe Choc. Tous étaient des proches de Massamba Deba, souvent issus du même village dans le Poul. Si Massamba Deba a été aussi permissif à leur égard, c'est qu'il s'est servi d'eux contre ses opposants à Bakongo. Mais le groupe est dissous en 1965, en partie après une nouvelle affaire de l'assassinat de Lazare Matsokota. Vous comprenez que tout de suite, il y a un lien entre l'assassinat de Lazare Matsokota et Alphonse Massamba Deba. Ange Diawara observe tout ça, il fait partie d'un certain nombre d'opérations, mais est-ce que Ange Diawara valide le fait qu'il faut tuer Matsokota et les autres? Je ne suis pas sûr. Ange Diawara commence à comprendre que Massamba Deba est un homme avec une grande vision, avec Pascal Lissouba, mais ces deux-là n'acceptent pas la contradiction, au risque même de tuer tous leurs opposants. Ce n'est pas normal. Bizarrement, après que ces trois grands hommes qui représentaient une grande partie de la nation meurent, en 1965, Massamba Deba décide de créer la défense civile et donne la direction de la défense civile à monsieur Ange Diawara. La défense civile, si vous voulez savoir ce que c'est un groupement paramilitaire qui échappe au contrôle du ministère de l'Intérieur. L'objectif est simple. Massamba Deba veut que l'armée traditionnelle soit écartée parce qu'il qualifie l'armée traditionnelle d'appendice de l'armée française. Et pour lui, cette armée est incompatible à ces nouvelles intentions aux orientations de la Révolution. Ce groupement collaborait forcément avec des Cubains, et à cette époque de la Révolution, il y avait monsieur Ernesto Guevara. C'est comme ça que les Cubains sont devenus très proches des Congolais grâce au mouvement de la Révolution de la défense civile. On a donc deux groupes qui se présentent. On a la défense civile d'un côté, on a l'armée régulière. Dans cette armée régulière, il y a un homme qui est puissant, mais qui n'a pas encore montré sa puissance jusqu'à ce moment-là. C'est monsieur Marien Gouabi. Nous allons venir et vous allez comprendre le pourquoi. Dans la même année, il y a une fête nationale, bien entendu. La JMNR est présentée aux yeux de tout le monde lors de la fête nationale. Vous pouvez voir là, sur la photo de la JMNR, il y a même André Ambessa qui est devant en train de représenter la JMNR. Alors, pour ce qui est de la défense civile, je tiens à vous rappeler que la défense civile, ce n'était pas des anges. Ange Diawara, ça n'a jamais été un ange. Il y a eu beaucoup d'exactions qui ont été faites. La défense civile a massacré pas mal de personnes. Ça, c'est une réalité. C'était maintenant une sorte de terreur. Ils ont été équipés à la limite de plus que l'armée, j'ai envie de dire. Parce que le plan de Massamba Deba, c'était de mettre à dos l'Occident. Sauf que la manière de faire n'était pas forcément la meilleure. Et on ne peut pas organiser une milice croyant que cette milice va nous protéger et préserver le pays dans l'ordre. Massamba Deba est un bon président d'un point de vue économique, mais d'un point de vue sécuritaire, zéro. Il y a trop de personnes qui se permettent ce qu'ils veulent, sous prétexte qu'ils sont des éléments de Massamba Deba, sous prétexte qu'ils font partie de la défense civile. Et ça, l'armée l'observe. L'armée observe Ange Diawara. À cette époque, Marien Gouabi commence à se dire non, cette situation n'est pas normale. Ange Diawara ne peut pas se permettre tout ce qu'il veut avec Massamba Deba. Alphonse Massamba Deba dissout finalement son gouvernement et il va nommer donc en 1966 un nouveau gouvernement avec pour premier ministre Ambroise Noumazalaï. Il faut savoir qu'à cette époque, il y a deux hommes qui se démarquent, comme je vous l'ai dit. Il y a Ange Diawara et Marien Gouabi. En juin 1966, Marien Gouabi va tenter de faire quelque chose. Il va tenter de faire un coup d'État. Pourquoi Marien Gouabi va tenter de faire un coup d'État? Parce que Alphonse Massamba Deba veut enlever la valeur de l'armée. Accompagné de Ange Diawara, ces derniers se disent que l'armée, comme ils ont dit, est une sorte d'appendice de l'armée française. Il faut donc créer une sorte de nouvelle armée. Et l'Assemblée nationale va voter une loi transformant les forces armées congolaises en armée populaire nationale. Malheureusement, le coup d'État ne passe pas parce qu'à cette époque, la défense civile menée par Ange Diawara est devenue très puissante. Marien Gouabi affaibli dira même dans son récit qu'il n'y avait pas assez de nordistes dans le système du gouvernement et qu'il y avait trop les Bakongo. Marien Gouabi fut muté à Pointe-Noire. Et bien entendu, Marien Gouabi refuse. Et lorsque Marien Gouabi refuse cette mutation, il est emprisonné. Lorsqu'il est emprisonné, il est rétrogradé au rang de soldat. Encore une erreur d'Alphonse Massamba Deba. Et les mouvements militaires commencent. Tous les partisans de Marien Gouabi et les militaires de son bataillon ne sont pas d'accord. Ils vont occuper les endroits du gouvernement. Comme on a mis Marien Gouabi en prison, personne ne va lâcher l'affaire. Le chef d'état-major à cette époque, le commandant Mounsaka, est même emprisonné parce que le chef d'état-major, le commandant Mounsaka, voulait rejoindre les éléments du bataillon pour leur donner des ordres. On récupère le commandant Mounsaka, on le met en prison. La défense civile de Ange Diawara parvient à rétablir l'ordre en République du Congo à ce moment-là. Ange Diawara montre sa capacité à gérer les conflits. Il passe par des négociations pour calmer les choses du côté de l'armée classique et du côté de la défense civile de son côté.
Vous devez savoir une chose, avant qu'on continue d'avancer. Il y avait des divergences politiques entre le président et une bonne partie du gouvernement militaire représenté par Marien Ngouabi. Il prônait le socialisme bantou de Senghor. Et les autres, eux, voyaient le socialisme scientifique qui était déjà prôné par Lissouba Innoumazalaï. Marien Ngouabi était bien entendu remis en liberté et avait son grade. Nous sommes donc en juillet 1968. Un élément important va se passer en juillet 1968. Il y a une montée de contestation. Massamba Deba fait encore arrêter Marien Ngouabi. C'était la fois de trop. Massamba Deba dissout l'Assemblée nationale et le bureau du MNR. Il suspend même la constitution de 1963 et devient lui-même Premier ministre. À un moment donné, Ange Diawara se dit « mais ce mec, il commence à déconner, il y a un truc qui ne va pas dans sa tête ». Et ce qui arrive derrière, c'est qu'il y a eu beaucoup d'affrontements entre les partisans de la défense civile et une partie de l'armée. Ngouabi est libéré et même le lieutenant Kinganga est libéré aussi. Les éléments de Ngouabi sont allés chercher le lieutenant Kinganga aussi. Pourquoi je parle du lieutenant Kinganga? Vous allez comprendre parce que ça va revenir bientôt. Et plusieurs personnes dans la foulée. Le président est forcément affaibli. Pourquoi? Parce que Ange Diawara finalement se rend compte qu'il va se ranger du côté de Marien Ngouabi. Ange Diawara se dit Massamba Deba fait un peu trop de bêtises. Cet homme a une bonne façon de voir les choses certainement sur la vision économique, mais cet homme ne supporte pas la contradiction. Cet homme a des méthodes qui sont un peu trop drastiques. Ce n'est pas normal. Et Massamba Deba ne comprend pas tout ça. Mais en réalité, Ange Diawara, bien qu'il n'a pas eu une formation classique militaire, il a une vision beaucoup plus militaire. Et donc, il comprend beaucoup plus facilement la vision de Marien Ngouabi plutôt que celle de Massamba Deba, qui veut imposer des choses alors que ce dernier n'a rien prouvé en termes de parcours militaire. Massamba Deba comprend donc la situation. Il est contraint de trouver un moyen d'organiser les choses au mieux. Il va donc prendre les deux hommes qu'il a jugés qui sont les hommes forts, Marien Ngouabi et Ange Diawara. Il veut faire la même chose qu'il avait déjà fait lorsqu'il avait installé le monopartisme en récupérant Ange Diawara des quartiers jeunesse. Et à ce moment-là, en août 1968, un nouveau gouvernement est formé. Et dans ce nouveau gouvernement, bien entendu, il y a donc un nouveau Conseil national de la Révolution, le CNR, qui a maintenant pour président Marien Ngouabi. Marien Ngouabi décide d'intégrer les soldats de la milice de la défense civile. Donc il passe un deal avec Ange Diawara. Ange Diawara accepte de passer le deal avec Marien Ngouabi pour que ces milices de la défense civile intègrent l'armée régulière de Marien Ngouabi. Ange Diawara est même mis au grade de lieutenant. La politique, c'est ça, c'est un deal. Une bonne partie de la défense civile n'est pas d'accord avec Ange Diawara, puisque Ange Diawara lui-même critiquait cette armée qui était la continuité de l'armée française et va finalement intégrer cette armée. Mais ce mouvement-là, ces accords-là vont anéantir finalement la question de la défense civile. Massamba Deba n'a quasiment plus de force. Ange Diawara n'est quasiment plus de son côté. Ange Diawara est donc membre du Conseil d'État, vice-président du CNR et lieutenant de l'armée de terre. Et notez-le bien, le 16 août, un acte fondamental va abroger la Constitution de 1963, comme je vous l'ai dit, et institue légalement le CNR. Le CNR devient l'organe législatif provisoire. C'est devenu le véritable lieu du pouvoir. Le CNR qui est présidé par Marien Ngouabi, comme je vous l'ai dit, Massamba Deba ne devient qu'un simple membre. Et malheureusement pour Massamba Deba, le CNR va dépouiller le fonctionnement du président de la République, Massamba Deba. Et le 20 août 1968, le commandant Alfred Raoul est nommé Premier ministre par décision du CNR. Massamba Deba n'a plus aucun pouvoir. Après que le CNR a déjà incorporé la défense civile dans l'armée régulière, les tensions continuent de monter. Il y avait encore quelques partisans qui n'étaient pas d'accord. Les partisans de Massamba Deba qui étaient encore au sein de la défense civile. Malheureusement, le 29 août, l'armée donne l'assaut contre la défense civile. Au bout de 3 jours d'affrontement, c'est la reddition des partisans du président. Retranché au camp de la météo, il refuse de se rendre et livre des combats contre l'armée. Après la victoire de l'armée, qui coûte la vie à des dizaines de jeunes miliciens, souvent mineurs d'ailleurs, je le signale, on a André Ambessa qui était encore dans ce groupement et ses alliés qui sont arrêtés, jugés et condamnés. André Ambessa, si vous vous en rappelez, qui a rencontré Ange Diawara à une certaine époque au lycée, devient jugé et condamné. Alphonse Massamba Deba est contraint de démissionner. Et lorsque Alphonse Massamba Deba démissionne, Alphonse Massamba Deba sait une chose. Ange Diawara est un homme intègre. Ange Diawara est un homme de conviction. Ange Diawara est un homme qu'on peut faire confiance, qui dit les choses telles qu'il le pense. Massamba Deba, contraint de démissionner, il envoie une lettre à Ange Diawara. Une lettre qui est importante. Vous allez voir la lettre qui vous sera affichée. Vous trouverez aussi la lettre en description. Je vais lire la lettre pour tout le monde. Brazzaville, le 4 septembre 1968. Mon cher Ange, la confusion que les professionnels jettent dans les affaires du pays est telle que la vérité risque vraiment de sombrer. Hier, devant l'incertitude de ma position, j'ai été obligé de remettre ma démission à l'armée. Sachant que dans une période aussi trouble que celle-ci, l'armée seule peut rester arbitre de la situation. Comme le frère Marien Ngouabi, jouit de l'estime de l'armée, je suis sûr que la décision interviendra en sa faveur. Ça veut dire que, je m'arrête un peu là d'abord, Massamba Deba comprend que Marien Ngouabi va devenir président de la République. Tout le monde est pour Marien Ngouabi.
Mais écoutez la suite. Sur le plan du protocole, j'ai remis ma démission à Poignet, leur ministre des Armées, Augustin Poignet. Les militaires ne m'ont pas fait encore savoir leur point de vue. Et si la chance tombait sur Ngouabi, je donne en devoir d'aider ce garçon qui est plein de bonne volonté, mais qui risque, si vous le laissez seul, de se faire déborder par ceux qui l'entourent. Plus malin et plus ambitieux. Alphonse Massamba Deba dit à Ange Diawara, Marien Ngouabi est plein de bonne volonté. Je sens que c'est lui qui va devenir président. Mais attention aux personnes qui l'entourent. Ces personnes-là risquent de l'écraser. Je continue. Car ces derniers feront tout pour l'enfoncer, puis le laisser seul un jour à trinquer. Il faut qu'il soit vigilant, qu'on ne lui fasse pas commettre n'importe quoi, qu'il surveille la radio lui-même aux nouvelles nationales. Il faut surtout qu'il sache qu'à côté de lui, il y a des rusés politiciens qui veulent se servir de lui et quelques officiers qu'il croit être ses amis et le jetteront dans la pire des situations s'il ne prend pas garde. C'est votre devoir d'aider ce frère, je vous le demande. Fraternellement, Alphonse Massamba Deba. On voit tout de suite que Alphonse Massamba Deba voit que le seul homme intègre, le seul homme qui montre sa volonté pour la patrie, c'est Ange Diawara. Si Alphonse Massamba Deba décide d'envoyer cette lettre à Ange Diawara, ce n'est pas un hasard, parce qu'il sait que Ange Diawara est un homme intègre. Il sait que Ange Diawara n'est pas là pour s'accaparer le pouvoir. Mais Alphonse Massamba Deba sent qu'autour de Marien Ngouabi, il y a beaucoup de gens qui vont l'enfoncer et le laisser seul. Vous comprendrez que Massamba Deba n'avait pas tort. Ange Diawara reçoit l'information et comprend, il devient un vrai allié de Marien Ngouabi. Ange Diawara est même l'un des fondateurs du Parti congolais du travail, ce qu'on appelle aujourd'hui le PCT qui existe jusqu'à aujourd'hui. Diawara croit en la vision de Marien Ngouabi. Il est dévoué, il est motivé, il montre sa capacité à agir. Diawara, au sein de l'armée, va engager un travail de formation politique de différentes unités de l'armée. Diawara comprend que pour lui, il faut toujours que chaque militaire soit formé politiquement. On ne peut pas avoir un militaire qui n'est pas formé politiquement. Et là, vraiment, je suis totalement d'accord avec lui. Ça, c'est une vision normale. Pour avoir des militaires qui raisonnent, qui comprennent les enjeux, ils doivent être formés politiquement. Et il multiplie un certain nombre de séminaires. Il a même créé un comité révolutionnaire. Au cas où il y aurait potentiellement des choses qui tournent mal, ce comité peut agir. Il crée même un slogan puisqu'il demandait aux soldats donc non seulement d'être formés politiquement, mais l'endurance, être fort physiquement. Parce que Diawara, il faisait beaucoup d'arts martiaux et pour lui, un soldat devait être bien physiquement. Pas vos soldats avec des gros ventres là qu'on voit aujourd'hui. Le problème, c'est que Ange Diawara gagne beaucoup trop en popularité et ce n'est pas normal. Marien Ngouabi n'apprécie pas trop cela. Et surtout, les personnes autour de Marien Ngouabi ne veulent pas d'un homme comme Ange Diawara. Ange Diawara veut trop former les militaires politiquement. Ange Diawara veut trop faire les choses dans l'ordre. Alors qu'il y a des gens autour de Marien Ngouabi qui veulent s'accaparer le pouvoir, qui veulent un pouvoir transethnique et qui ne veulent pas finalement que ce soit une question d'idéologie. Donc former les militaires politiquement, c'est donner à ces militaires cette possibilité de croire à des idéologies, alors que ces derniers doivent croire à leurs ethnies, selon certains bien entendu. Le 23 mars 1970, vous avez un lieutenant qui s'appelle Pierre Kingonga. Pierre Kingonga, surnommé Siroko, il va tenter un coup d'état contre Marien Ngouabi, en complicité à cette époque d'ailleurs avec la RDC, où il était en exil depuis sa sortie de prison. Pierre Kingonga était déjà un partisan de Youlou. Ange Diawara déjà ne pouvait pas être d'accord avec Pierre Kingonga, puisque lui, partisan de Youlou, Ange Diawara avait fait dégager Youlou, enfin lors de, quand je dis avait fait dégager, en tout cas fait partie de la révolution contre Youlou. Un homme comme Kingonga, il est perçu comme un ennemi. Mais Ange Diawara n'avait pas compris que c'était Kingonga qui avait vu des choses de loin, qu'il y avait un désordre qui commençait à s'installer. Et à cette époque-là, on voit deux hommes, Ange Diawara et Monsieur Yombi Opango, deux leaders qui sont présents lors des affrontements avec le lieutenant Kingonga. Je tiens à rappeler ici que le lieutenant Kingonga, lors des affrontements, a été tué puisqu'ils avaient pris possession de la radio. Ils ont été tués. Ange Diawara faisait partie de ces gens qui ont tué Kingonga. Encore lui, au service de Marien Ngouabi. Mais ça ne va pas durer longtemps. Le 1er avril 1970, Diawara, étant donné qu'il avait fait ses preuves par rapport à tout ce qui s'est passé avec Kingonga, Ngouabi le nomme ministre. Il est ministre du développement chargé des eaux et forêts. Et je peux vous assurer que Ange Diawara a fait du bon boulot. Il n'a rien volé. L'homme est intègre. Il ne vole rien. Il fait son travail. Sauf que Ange Diawara se démarque très rapidement de l'entourage de Marien Ngouabi parce qu'une fois qu'il est devenu ministre, il commence à comprendre les rouages. Il commence à comprendre que dans son entourage, il y a beaucoup de gens qui sont là pour manger. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour le désordre. Et Diawara commence à fustiger Marien Ngouabi de l'embourgeoisement. L'objectif du pouvoir n'était pas celui de pouvoir profiter. L'objectif du pouvoir, c'était celui de stabiliser le Congo. Diawara n'est pas d'accord avec la vision de Marien Ngouabi. Diawara n'est pas d'accord avec la manière de faire de Marien Ngouabi. Diawara sent qu'il y a des tendances de népotisme, des regroupements familiaux. Ce népotisme vu par Diawara est comme quelque chose de négatif. Diawara va même qualifier ça de l'obumitrie. L'obumitrie qui veut dire l'oligarchie bureaucratique, militaro-tribaliste ou tribal. Il va même populariser ce concept d'obumitrie qu'il va commencer à donner des tracts, des sortes de flyers à tout le monde. Parce que Diawara montre son mécontentement. Nous sommes en démocratie. Et nous sommes donc en décembre 1971, au cours d'une session extraordinaire et particulièrement houleuse du comité central du PCT. Cette session a été convoquée à la suite de grèves estudiantines de novembre. Face à cette situation économique de plus en plus difficile, puisque Diawara voit que la gestion économique de Marien Ngouabi est catastrophique. Non seulement c'est une catastrophe, mais Marien Ngouabi se permet, avec ses amis, de vivre la vie, de profiter, de manger l'argent du pays correctement. Et Ange Diawara se démarque bien du camp de Marien Ngouabi. Il est même plébiscité par des élèves et des étudiants. Parce que Ange Diawara
lorsqu'il prend part au séminaire, il va fustiger systématiquement Marien Ngouabi. Il va expliquer que ce n'est pas normal. La gestion du président de la République n'est pas normale. Je tiens à rappeler qu'à cette époque, Ange Diawara est ministre. Un ministre qui attaque son président de manière frontale, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce qui va lui coûter son poste au gouvernement. On lui vire. Ange Diawara comprend donc que ces personnes-là ne veulent pas regarder la vérité en face. Ces personnes-là ne veulent pas assumer la responsabilité de la nation. Ils sont capables de virer Ange Diawara du simple fait que Ange Diawara dit la vérité. C'est alors que Ange Diawara va créer son mouvement. Son mouvement qui va s'appeler M22. Dans son mouvement, il y avait Ikoko, Oluka et Bakekolo. Ces trois personnages, ce ne sont pas les seuls, mais sont les trois personnages les plus connus qui ont accompagné Ange Diawara dans la création du mouvement M22. Qu'est-ce que c'est le mouvement M22? Nous allons y arriver. Le mouvement M22 est un mouvement qui va regrouper la plupart des anciens soldats. Ceux qui faisaient partie de la défense civile, il y en avait. Des gens qui faisaient partie des quartiers jeunes à l'époque, il y en avait. Des gens qui faisaient partie de la JMNR, il y en avait. Dans le M22, on retrouve des gens de tous bords. Des gens du sud, de nord, de l'est, de l'ouest, de n'importe quel endroit que vous voulez. Parce que l'objectif, c'était d'atteindre un idéal. Les gens avaient compris que Marien Ngouabi était en train de faire le désordre. C'était devenu le népotisme avec son groupement. Attention, ça ne veut pas dire que la République du Congo, à cette époque, était dans une vision tribale, puisque le M22 était la preuve que tout le monde se réunissait sur un idéal. En revanche, Marien Ngouabi et les siens se sont regroupés comme des villageois, comme je l'ai déjà dit dans un terme, c'est-à-dire qu'ils se sont considérés qu'ils vont maintenant commencer à manger entre eux. Ils vont commencer à profiter du système, alors que le but, c'était de faire en sorte que le Congo se développe et non de s'accaparer le pouvoir. Et donc, le mouvement M22 était un mouvement qui représentait donc la révolution du 22 février 1972. Et donc, bien entendu, nous arrivons donc le 22 février 1972. Ange Diawara prend la tête d'un putsch contre Marien Ngouabi. La tentative est baptisée M22. Malheureusement, la tentative a échoué. Et certaines personnes vont perdre la vie sur le champ lors des affrontements. Vous avez Prosper Matuta Mpogno. Si vous vous rappelez de Prosper Matuta Mpogno dans la vidéo, lorsque j'ai parlé de la création d'une brigade, c'était avec Prosper. Vous avez Eli Itsou. Vous avez Franklin Bukaka. Franklin Bukaka aussi, si vous ne savez pas, faisait partie des personnes justement qui ont été dans le M22. Et vous avez beaucoup plus de personnes de ce genre. Vous en avez plusieurs qui ont été arrêtés, notamment vous avez Ambroise Noumazalai, vous avez Ernest Ndala, vous avez Bungu, vous avez Kimboalankaya. Diawara et quelques rescapés, bien entendu, ont pu fuir à des dizaines de kilomètres de Brazzaville. Ils sont partis vers Gomatete, le village qui est le village natal de sa mère, dans le département du Poul, bien entendu. Diawara est donc en exil. Diawara est en train de fuir et il est du côté de la RDC. En avril 1973, Diawara et ses 13 compagnons, dont bien entendu Jean-Baptiste Ikoko, Jean-Pierre Oluka, Jean-Claude Bakekolo, ils sont capturés. Ils sont capturés simplement pourquoi? Parce qu'ils ont été livrés. Livrés par des autorités, semble-t-il, de la RDC. Ça, c'est la version aujourd'hui. À l'époque, c'est monsieur Mobutu qui est président de la République. Il semble que Diawara avait déjà critiqué Mobutu par rapport à sa gestion calamiteuse de la République démocratique du Congo. Et donc, comme il avait jugé que Mobutu était un nulard, Mobutu, c'était une forme de revanche aussi. Et Mobutu avait donc renvoyé ses prisonniers en République du Congo. Alors, je ne parlerai pas de ce qui s'est passé après, parce qu'il y a beaucoup de thèses. Et pour des raisons de sécurité, je ne vais pas énoncer ces thèses. Vous avez tous les éléments dans la description. Vous allez pouvoir retrouver vous-même des thèses qui expliquent chaque chose qui s'est passée. Mais retenez une chose, c'est à ce moment-là que lorsque Diawara a été livré, qu'il a été abattu. Maintenant qu'il a été abattu par X ou Y, nous, on ne va pas rentrer dans ça. Comprenez que Ange Diawara aurait été abattu une fois qu'il a été livré, ainsi que ses compagnons. Une fois que Ange Diawara est abattu, il est présenté au stade de la Révolution, qui est donc l'actuel stade Alphonse Massamba Déba. En plein jour, des cadavres d'hommes sont représentés. Marien Ngouabi veut montrer sa puissance, son pouvoir. On montre la tête de Ange Diawara devant tout le monde mort. Celui qui était vu comme le Che Guevara africain, l'homme de la révolution congolaise, pour influencer le peuple, pour dire qu'il n'y aura plus de bandits. Kingonga est venu, nous avons éliminé. Diawara, qui était parfois appelé l'immortel, a aussi été éliminé. Marien Ngouabi, ayant éliminé Diawara, pensait se mettre à l'abri. Il a pu montrer à tout le monde qui il était. Il a éliminé Kingonga. Il a éliminé Diawara, qui était appelé l'immortel. Pensait que sa situation était maintenant meilleure. Mais là, Marien Ngouabi ne s'est pas rendu compte d'une chose. C'est que c'est la mort qui l'attendait. C'était son propre assassinat. Finalement, la lettre qu'avait envoyée Massamba Déba à Ange Diawara, c'était une pure vérité. Puisque Marien Ngouabi, quelques années plus tard, a été éliminé. Mais ça, on le verra certainement dans une vidéo sur Marien Ngouabi, si vous likez celle-ci. Mais vous devez retenir une chose de Ange Diawara. C'est que Ange Diawara était très jeune. Si vous pensez
pensez que vous êtes trop jeune pour faire des choses, détrompez-vous. Ange Diawara a eu des postes à responsabilité très jeunes. Il était un grand leader très jeune. Il est devenu ministre très jeune, alors que peut-être vous avez même dépassé la trentaine, voire la quarantaine et vous croyez que c'est pas encore le moment. Non, c'est le moment de vous organiser, c'est le moment de faire des choses. Et il y a aussi une chose qui est importante. Ange Diawara est l'incarnation même de ce qu'est le patriotisme. Il a donné sa vie pour sa patrie, pardon. Il y a des gens qui parfois, comme je l'ai dit, pensent que le patriotisme, c'est le fait de faire du bruit sur Internet. Ange Diawara l'a prouvé de par ses actions. Et je tiens à rappeler, Ange Diawara est né d'un père malien. Donc si lui qui, à 50%, est l'exemple du patriotisme, j'attends de voir ceux qui sont des donneurs de leçons du patriotisme au Congo nous montrer de quoi sont-ils capables. Lorsqu'ils seront capables de faire mieux que Ange Diawara, là peut-être on comprendra leur discours. Car le plus important, ce n'est pas d'être 50, 100 ou 20%. Le plus important, c'est d'agir pour le pays. Et le plus important, c'est de se donner corps et âme pour le pays. Et ce n'est pas de venir dire que je suis d'un père ou ce... On n'en a rien à faire de vos discours bêtes. Retenez une chose, les amis. Ange Diawara n'était pas un ange. Il a commis un certain nombre de choses et ça, on ne l'oubliera pas. Mais retenez aussi que Ange Diawara avait quand même l'amour pour sa patrie. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je n'ai pas abordé le côté familial de Ange Diawara parce que l'histoire serait trop longue et vous avez beaucoup de sources déjà là-dessus. Je vous invite à consulter les sources en description et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous likez et vous vous abonnez, que vous commentez celle-ci, Imeni.